Oups, alors voilà, bonjour Michel Bissonnette, je vous souhaite de l'Alliance des patients pour la santé. Je vous souhaite la bienvenue à tous nos participants ou à nos panélistes également. Alors, tranquillement, pas vite, je pense que les gens vont se joindre à nous. Alors, dans quelques instants, nous allons avoir les deux présentations de M. Claire et de M. Lapierre. Mais auparavant, vous allez me permettre de vous les présenter. Donc, Michel Claire, qui est l'expert conseil et ex-président de la commission d'études sur les services de santé et les services sociaux. On appelle dorénavant, enfin, désormais le rapport Claire. Et M. Jonathan Lapierre, qui est maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine et vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Je vais vous présenter également nos trois représentants des organismes qui sont les initiateurs, si vous voulez, de ce webinaire. Donc, M. Jérôme Di Giovanni, qui est président de l'Alliance des patients pour la santé. M. Pierre Hamel, président du regroupement provincial des comités des usagers. Et Dr. Ruth Van der Stelt, qui est secrétaire du regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé et médecin à l'hôpital du Pontiac. Alors, médecin de famille. Alors, écoutez, on va commencer de la façon suivante. Donc, chacun des représentants des organismes partenaires va prendre une petite minute pour expliquer pourquoi on fait ce webinaire. Et ensuite, on y va avec nos conférenciers. Alors, on commencerait peut-être avec M. Di Giovanni. Bonjour. L'Alliance des patients pour la santé est une fédération d'associations de patients et de regroupements d'associations de patients. Notre mission première, c'est de donner une voix forte aux patients à travers leurs associations, tel que c'est défini dans la L4S et entre parenthèses, même si l'administratif n'applique pas ces articles-là qui font qu'on doit être vraiment des partenaires dans l'organisation, la planification, la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. Pour nous, cette activité, comme celle d'hier, est extrêmement importante de regrouper les divers intervenants, partenaires et associés pour discuter, fin compte, du plan de santé du ministre Dubé. Un autre plan, parce qu'on peut remonter très loin, il y a eu plusieurs rapports, plusieurs plans. Puis on a toujours l'impression qu'on est au même point de départ et au même point d'arrivée. Les problèmes ne sont pas réglés. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, avec le plan, avec la capacité de se regrouper, ça va être important, en fin de compte, de se souvenir de deux choses. Premièrement, la santé et services sociaux, la population québécoise s'est donné une assurance collective. Ça nous appartient en tant que peuple du Québec, en tant que membres et citoyens du Québec. On a mandaté le gouvernement pour gérer cette assurance collective. Je crois que maintenant, il est venu le temps pour re-questionner cette gouvernance-là. Et deuxièmement, l'importance d'avoir une gouvernance populationnelle, une gouvernance locale pour répondre aux besoins de la population en fonction, en fin de compte, des spécificités de chaque région, de chaque localité. À nouveau, merci de votre participation. Puis espérons que ça va nous permettre de poursuivre la réflexion peut-être dans un regroupement de citoyens pour vraiment reprendre le contrôle de notre système de santé. Merci, M. Di Giovanni. M. Pierre Hamel, du regroupement provincial des comités des usagers. Ton micro, Pierre. Votre micro, s'il vous plaît. On oublie souvent ce micro-là. Écoutez, cette semaine, on est quand même dans la semaine d'action bénévole. Alors, je trouve important de le souligner. Le regroupement provincial des comités d'usagers de la santé et des services sociaux compte plus de 500 comités membres. Les bénévoles œuvrent tous les jours auprès de nos aînés, de nos jeunes et des personnes les plus vulnérables de la société, de notre société. Nous sommes ensachés, comme le disait tantôt Jérôme, dans la loi L4S en tant qu'organisme à la défense des droits des usagers et des plus vulnérables de la société québécoise. Nous sommes très intéressés par
le droit que nous avons, de par la loi L4S, de participer aux orientations et aux moyens que se donne le gouvernement pour améliorer le système de santé et services sociaux qui, on le sait tous, est inefficace depuis un bon nombre d'années. Tous les bénévoles du RPCU sont sur le terrain en tant que représentants des usagers à travers les comités de résidents et les comités d'usagers. Aujourd'hui, nous sommes ici pour écouter, échanger, s'assurer que notre voix citoyenne est écoutée et nous voulons faire partie prenante des changements amorcés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, comme organisme, comme personne partie prenante de la société québécoise, nous sommes en droit de demander au gouvernement de nous consulter et nous sommes en droit de regarder de façon plus que superficielle tout ce qui nous est proposé comme changement qui affecte à tous les jours un bon nombre d'usagers, un bon nombre de citoyens à travers la province. Alors, sur ce, je vous remercie. Merci, M. Hamel. Et je demanderai au Dr. Ruud van der Veld de présenter le pourquoi du Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé. Alors, bonjour à tout le monde. Je représente le Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation du système de la santé et services sociaux. On est un organisme qui regroupe 830 médecins à travers la province. On est né durant la pandémie suite à plusieurs années de développement, là, suite à la loi 10 là, qui a accentué là, le besoin de décentraliser le système de la santé. On a aussi 750 là, supporters là, qui nous écrivent régulièrement, qui reçoivent nos infolettes, etc. Et on est appuyé aussi par près de 800 000 citoyens qui nous ont appuyés officiellement à travers leur municipalité et leur MRC. Nous, on a commencé un mouvement assez naturel en milieu hospitalier. C'est là que les médecins ont commencé un peu à formuler leurs revendications, mais il y a eu un mouvement tout à fait naturel donc vers la décentralisation de nos efforts et on est rendu à penser aussi là, à la première ligne et aussi beaucoup à la participation citoyenne et de plus en plus, on encourage vraiment les patients de s'exprimer à travers leur municipalité, à travers leur comité d'usagers, à travers l'Alliance des patients pour la santé, peu importe, les organismes communautaires. On est convaincus que la participation citoyenne va vraiment faire la différence. Nous, c'est un mariage naturel qu'on fait. On est assez heureux de travailler avec les patients. Vous ne pouvez pas savoir à quel point là, ça nous fait plaisir. Je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. On passe toute notre journée ensemble, les soignants et les patients. Et ensemble, on a besoin vraiment de prendre toute la responsabilité là, pour la gouvernance en santé et de créer un système qui est digne et digne de nos valeurs, puis digne de nos impôts, parce qu'on paie quand même ces soins de santé-là. Alors, on est convaincus, nous, qu'en se mettant ensemble, comme aujourd'hui dans le webinaire, qu'on va arriver à faire comprendre à nos élus que le système, le statu quo n'est pas acceptable, qu'il faut évoluer, puis qu'on est tous prêts à prendre nos responsabilités là-dedans. Alors, merci. Merci, docteur. Alors, écoutez, voilà, nous allons donc y aller avec les présentations. J'aimerais vous dire que vous gardez vos questions, tout le monde, à la fin des deux présentations. Pour les participants, le mode de questions est par le biais de votre discussion, ce qui est en bas de l'écran, ou encore le chat là, pour ceux qui ont le PC. Si vous voulez être identifié comme l'auteur de la question ou vous voulez identifier votre organisation, mais simplement le dire dans le chat en écrivant votre message. Alors, voilà. Donc, écoutez, sans plus tarder, on va donc y aller avec M. Michel Clerc. Alors, donc, Michel, à vous.
Alors, pardon, bonjour tout le monde et merci de cette belle invitation. Alors, je vais partager mon écran, puis je vois que je suis plutôt à la fin de la présentation. Alors, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de Michel de l'Alliance de venir parler de décentralisation pour le système de la santé et des services sociaux. J'ai pensé que dans la douzaine de minutes que Michel m'a donné, que je pourrais faire un petit retour rapide pour bien montrer d'où on est parti. Moi, j'ai eu le privilège de présider une commission d'études en 2000. Alors, je me suis dit, si on regarde qu'est-ce qui se passait en 1999, ça fait déjà 23 ans. Alors, il fallait déjà avoir au moins une vingtaine d'années à l'époque pour savoir qu'est-ce qui prévalait et pour comprendre tout, comment je dirais, donc, comment s'est déroulé ce processus d'ultra-centralisation au fil des années. Alors, je vais essayer d'y aller assez rapidement. Quelques rappels. Vers 1999, moi, j'étais à ce moment-là, j'étais retourné au gouvernement dans des fonctions différentes, mais j'avais dirigé l'Association des centres d'accueil du Québec de 1987 à 1993 environ. Donc, je connaissais pas bien le réseau de la santé. À cette époque-là, on avait un plus ou moins 600 établissements. Et pour les plus jeunes, croyez-le ou non, mais il y avait plus de 9000 bénévoles, 9000 citoyens engagés dans les conseils d'administration des 5 catégories d'établissements. Si on prend juste les CLSC, il y en avait une centaine. Grosso modo, multiplié par 15 membres, il y avait 1500 personnes qui étaient au conseil d'administration des CLSC. Nous avions 17 régies régionales où siégeaient environ 250 administrateurs dans les conseils des régions. Là. Alors, donc, puis 5 associations d'établissements. Donc, nous avions un système qui comportait un certain niveau de décentralisation. Mais quand la commission que j'ai présidée a été créée, quels ont été les grands constats qu'on avait faits? On avait convenu qu'il y avait un besoin de clarifier les rôles d'abord de la gouvernance nationale. Déjà à l'époque, imaginez même avec ce qui prévalait, on disait qu'il faut que le ministère soit dégagé de la gestion opérationnelle pour se centrer sur l'élaboration des politiques, la détermination des objectifs puis l'évaluation des résultats. On recommandait de confirmer un palier régional imputable, donc des régies régionales avec des vrais pouvoirs sur l'organisation des services et l'allocation des ressources. Et pour les grands établissements, je passe vite, on proposait une hiérarchisation des services puis une réorganisation du réseau universitaire. Pour le niveau local, il n'y avait que les CLSC qui étaient organisés sur une base territoriale. Alors, on avait recommandé le regroupement des services de première ligne et des soins de longue durée sous une seule gouvernance qu'on appelait de conseil d'administration unifié. La commission disait, en termes de vision de la gouvernance, la première ligne doit être l'assise du système de santé, basée sur une réelle approche populationnelle et territoriale. Ça veut dire beaucoup de choses, hein? Populationnelle et territoriale s'entend que ça veut dire qu'une décentralisation réelle, des conseils unifiés qu'on disait pour les CLSC, les CHSLD, les hôpitaux de première ligne, qui ne sont pas les grands hôpitaux spécialisés, et la création de GMF en clinique ou en CLSC, mais qui faisait partie de ce système de décentralisation au niveau local. Au niveau régional, donc, je l'ai dit, des régies régionales avec des pouvoirs réels puis une imputabilité plus claire.
finalement, on avait recommandé au gouvernement de l'époque de dire il faut que vous renouvelez la mission du ministère pour le concentrer sur la responsabilité qui doit être celle d'un ministère, c'est-à-dire faire des politiques, fixer des grands objectifs, puis mesurer les résultats, puis envoyer vers les régions, puis vers le local le reste du travail à faire. Soit ça, ou de créer une agence nationale équivalente de ce que les gens appellent parfois un Hydro-Québec de la santé. Ça, c'était des recommandations qu'on avait faites. Que s'est-il passé par la suite? Eh bien, en 2003, l'ancien premier ministre, qui était alors ministre de la Santé, Dr. Philippe Couillard, est venu faire une réforme qui s'inspirait jusqu'à un certain point de nos recommandations, dans le sens qu'ils ont créé, la loi est venue créer 95 centres de santé et de services sociaux avec une approche populationnelle et territoriale sous des conseils locaux. Pas des conseils élus vraiment, mais il y avait, on peut dire, là, une approche d'empowerment, si je peux dire ainsi, des citoyens à l'échelle locale pour les services de santé et les services sociaux. Il a entrepris rapidement le développement des GMF, mais les GMF sous la houlette du ministère et non pas sous la houlette des C3S. Alors déjà, là, on voyait que, excusez-moi, mais le canard, il y avait une patte en haut et une patte en bas, là, parce que les GMF relèvent directement du ministère, c'était pour moi une grosse anomalie. Les régies régionales ont été transformées en agences, c'était plus cosmétique qu'autre chose, mais toujours est-il qu'on avait encore plus ou moins 182 établissements qui mobilisaient toujours environ 2500 administrateurs. Mais le ministère ne changeait pas du tout sa trajectoire quant à lui, malgré les velléités de décentralisation de Philippe Couillard par la création des C3S. Maintenant, que s'est-il passé en 2015? On est beaucoup plus près. Là, tout le monde en a eu connaissance. J'imagine que tout le monde a vu passer le loup, le renard, le lièvre, comme on dit. Alors, en 2015, Gaétan Barrette, devenu ministre de la Santé, parant un virage en épingle en rupture complète avec les 15 années précédentes. On installe une gouvernance hyper centralisée, de type que moi j'appelle centralocratique. Centralo parce que c'est vraiment central, puis cratique parce que c'est vraiment une bureaucratie. Donc, il n'y a plus de... On renvoie chez eux les 2500 administrateurs citoyens qui étaient les conseils des C3S. On les a tous retournés chez eux. On a aboli tous les conseils d'administration. Puis, on a créé un comité de gestion du réseau qui est sous le contrôle du ministère et, à vrai dire, du ministre. Tous les PDG des CIS et des CIUS sont nommés par décret du gouvernement, exactement comme des sous-ministres. Donc, on a vraiment mis en place une structure ultra centralisée avec les règles normales de fonctionnement pour une structure ultra centralisée. Et les 34 conseils d'administration qui restent ont des pouvoirs réels très limités. Alors, en fait, on est devant une situation où le ministère est devenu, moi je dis le ministère de la Santé et des services sociaux, d'une certaine manière, il a été enterré. Il n'existe plus. C'est plus un ministère qui fait des politiques puis qui s'assure que les règles du jeu sont suivies par tous ceux qui sont, comment je dis, donc qui livrent les services. Il contrôle lui-même. C'est devenu un monopole de gestion d'un système de santé. Alors qu'un ministère, c'est pas fait pour ça. Pour moi, c'est fait pour faire des politiques. Maintenant, qu'est-ce qui se présente devant nous comme opportunité, comme citoyens québécois, puis comme gouvernement, ministre, peu importe notre titre? Il y a deux choses là, qui m'ont l'air d'être confondues présentement. J'entends parler de décentralisation,
quand on dit qu'on va nommer des responsables dans chacun des CHSLD, par exemple. Ben, pour moi, ça, ce n'est pas de la décentralisation. Ça peut être de la déconcentration. Ce n'est pas mauvais de ramener du pouvoir au niveau du pouvoir, j'allais dire, de la gestion à un niveau plus local, mais ça n'est pas de la décentralisation. La déconcentration se distingue de la décentralisation dans la mesure où il s'agit d'un système de délégation vers des échelons inférieurs internes, ne possédant pas de personnes morales propres, tandis que la décentralisation délègue des pouvoirs à des collectivités territoriales possédant une personnalité morale propre. Autrement dit, le maire de Saint-Michel-de-Bellechasse, où je suis là, ici présentement, lui, là, il préside un conseil municipal avec des pouvoirs décentralisés. La municipalité, ça existe vraiment. Le conseil municipal a des paramètres pour exercer ses pouvoirs. Ça, c'est de la décentralisation. La directrice du CHSLD local, je regrette, mais c'est de la déconcentration. Donc, pour moi, je me dis, puis je vous partage ça, je termine bientôt, je pense que pour aller en décentralisation, je vois deux grandes options devant nous. Si vraiment le Québec désire aller vers de la vraie décentralisation. La première option, ce serait de reconstituer les conseils d'administration d'établissements sociaux et de santé par territoire de MRC ou de CLSC avec des mécanismes assurant une réelle représentativité de la population dans leur composition. Donc, autrement dit, ça serait un peu de recréer les anciens C3S. J'ajoute une nuance, pour moi, ce serait très important cette fois-ci que les GMF soient vraiment, comment je vous dirais, donc, dans le périmètre local des conseils d'administration par territoire de CLSC ou de MRC. C'est la même chose à peu près dans 99,9% des cas en province, à l'exception de Montréal. Une deuxième possibilité, ce serait de changer le mandat, dans le fond, des MRC et de leur confier progressivement, mais de leur confier la première ligne des services de santé et des services sociaux. Moi, j'ai eu l'occasion, au cours des 30 dernières années, d'aller à différentes reprises en Scandinavie. Là. En général, en Scandinavie, là, les services de première ligne, ça relève des municipalités ou l'équivalent des municipalités régionales de comté qu'on a ici parce que les territoires sont souvent plus grands. Ça marche très bien. Alors, moi, je pense que c'est une option réelle qui pourrait être considérée. On pourrait avoir des approches, des étapes intermédiaires, comme par exemple, commencer à demander au MRC d'établir un projet de santé durable pour leur population, de façon à ce que quand la décentralisation s'opérerait, ben, ça arriverait dans le cadre d'une vision stratégique par territoire de CLSC qui serait déjà réfléchie. Hein, les municipalités, amis des aînés, politique familiale au niveau municipal, des réalités là, qui se sont implantées dans les dernières années. Moi, j'ai été conseiller municipal ici dans Bellechasse, puis ça donnait les gens se sont investis pour vrai. En conclusion, pour moi, la décentralisation véritable est le seul moyen de redonner du pouvoir aux communautés sur leurs services sociaux et de santé, et surtout pour les services de première ligne. Mais cette vision-là, elle est en collision frontale avec la bureaucratie du ministère qui, si on regarde ça là, au cours des 22 dernières années, dont moi j'ai été un observateur, ils ont rejeté, ils vont dire non, hein, mais ce n'est pas un individu en particulier, là, mais le ministère comme bureaucratie a rejeté le financement orienté vers le patient, l'approche populationnelle et territoriale, il en a fait des beaux principes, mais ça n'a jamais été déployé. Le régime d'assurance contre la perte d'autonomie, il n'en voulait pas parce que les citoyens auraient eu le libre choix de leur fournisseur de services avec leur
avec leur assurance publique plutôt que d'être orientés par le ministère, les services là, d'orientation. La diversité des fournisseurs de services dans le cadre d'un financement public, toutes des mesures qui ramènent du pouvoir vers les citoyens, ben, ça a été rejeté, puis ça va avec la décentralisation. Mais pour moi, si vraiment on veut aller vers comment je vous dirais, non, un rapprochement des pouvoirs décisionnels des citoyens, c'est possible. On l'a déjà vécu dans des anciennes formules et on pourrait le vivre dans des nouvelles formules. J'en suis profondément, personnellement convaincu. Je termine ici. Ça me fera plaisir d'échanger et de répondre aux questions. Merci, M. Clair. Si vous voulez peut-être enlever votre partage d'écran. Oui, je vais fermer ça dès que je peux. Voilà. Voilà, et je ferme mon micro. Merci beaucoup. Alors, écoutez, nous allons y aller avec M. Jonathan Lapierre, vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. J'aimerais dire aux gens qui écrivent actuellement sur le chat, il y a deux façons de discuter. Il y a une façon où vous pouvez envoyer votre message à tout le monde, ou l'autre façon, c'est seulement à l'autre ou aux panélistes. Choisissez si vous voulez, parce qu'il y en a qui posent la question, si vous voulez que tout le monde les voit, vous n'avez qu'à choisir à qui vous l'envoyez. Donc, vous pouvez mettre tout le monde. Alors, voilà. Donc, n'oubliez pas, de toute façon, on va y revenir à la fin, on reprend les questions. Alors, écoutez, sans plus tarder, M. Lapierre, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Moi, le rôle que je vais jouer aujourd'hui durant le webinaire, c'est de reprendre la balle au bas de ce qui a été présenté par M. Clair. En fait, tout le concept et les principes de la décentralisation, le monde municipal les partage largement. Comme M. Clair l'a bien expliqué, les municipalités, au fil des années, ont reçu beaucoup de pouvoirs, donc des pouvoirs et des responsabilités décentralisées. Et ces responsabilités-là sont appliquées, déployées, bien entendu, par des conseils municipaux qui sont élus par la population. Mais tout n'est pas rose non plus dans le principe et le concept de décentralisation. Il y a encore bien des pas à franchir. Et je fais un parallèle ici entre ce qu'on vit, nous, dans le monde municipal et la décentralisation de la santé. Ce que Michel a décrit tout à l'heure, Michel Clair, les propositions qui avaient été faites par le passé, là, à partir de la lecture de 1999, les changements qui ont été apportés en 2003 et en 2015, on a vu qu'il y avait une certaine volonté théorique de décentraliser, mais sur le terrain, c'est très peu appliqué, ou dans les faits, il y a eu très peu de changements jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde municipal, en termes d'aménagement du territoire, à chaque année, à chaque élection, à chaque gouvernement, les MRC, les municipalités réclament la décentralisation des pouvoirs en matière d'aménagement du territoire. On a dans les faits cette responsabilité-là, mais avec peu de pouvoir parce que le pouvoir réel en aménagement du territoire est très centralisé au sein du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est à peu près le même principe, le même parallèle à faire avec le ministère de la Santé. Et nous, les municipalités, bien entendu, et les MRC, on est nous-mêmes un service de première ligne, donc on a accès directement aux citoyens, accès à leurs inquiétudes, à leurs besoins, à leurs revendications. Donc, en ce sens, on a à même, avec nos partenaires de la santé, nos partenaires du secteur communautaire, de déterminer ce qui est bon, ce qui est bon pour une région donnée. Donc, on peut le prendre à l'échelle d'une MRC, mais on peut le prendre également à l'échelle de la région. Et ça, c'est en droite ligne avec ce qu'on a connu il y a quelques années, lorsqu'il y avait les vrais conseils d'administration dans les territoires d'MRC ou dans les territoires de CLSC. Donc, il y avait des conseils d'administration, il y avait des présidents ou des présidentes de conseils d'administration qui représentaient en quelque sorte les populations. Et il y avait une certaine proximité avec le monde municipal, avec les autres partenaires. Donc, ensemble, on pouvait développer des services à la collectivité ou à la communauté. On pouvait faire des revendications lorsqu'il y avait des revendications. Et dans certains cas, il y a même des endroits au Québec qui ont eu des planifications stratégiques communes pour un territoire donné. La centralisation qu'on a connue depuis 2015 a carrément éloigné non seulement le pouvoir, mais éloigné les CIUS et les CIS
des communautés, donc des MRC, des régions, des territoires. Et moi, je vais vous faire un cas de figure dans ma propre cour aux îles de la Madeleine. Sur le même terrain, on partage un espace entre la mairie et le CIS des îles. Donc, de ma fenêtre de bureau, je vois la fenêtre de la PDG du CIS et pourtant, on ne se parle que très peu. Et lorsqu'on se parle, ben, c'est souvent qu'il y a un problème tellement important que le CIS ne peut pas régler, que sa seule bouée de sauvetage devient la municipalité. Mais hormis des situations très extrêmes, le CIUS ou le CIS communique que très peu avec nous partage que très peu d'informations. Et ça, le fait que les PDG maintenant sont nommés directement par le ministère ou par le ministre, par un comité ministériel, vient accentuer ce pouvoir de centralisation-là, parce qu'en quelque sorte, ils deviennent des porte-parole du ministère et non pas des porte-parole de la communauté ou d'une institution. Et eux, ils sont là pour quoi? Pour appliquer les mandats qu'ils reçoivent du ministre, du ministère, comme si c'était les yeux, les bras, les jambes du ministre lui-même dans chacun des territoires, dans chacune des régions. Et aujourd'hui, en 2022, ce n'est plus ça qu'on a besoin dans les communautés. On n'a pas besoin de se faire materner par le gouvernement. On a besoin que le gouvernement donne des grandes orientations, élabore des politiques, des grands principes et qu'il fasse confiance par la suite aux forces vives des territoires, aux forces vives des milieux. On a évidemment une panoplie, une quantité de bénévoles qui sont prêts à s'impliquer dans les conseils d'administration. On a évidemment des professionnels de la santé qui sont prêts à en faire plus dans les communautés. On a nos partenaires du secteur communautaire qui sont en première ligne, oui, qui déploient des services de première ligne, mais qui sont dans les faits sur la première ligne, qui sont l'interface entre les citoyens et les institutions. Et évidemment, le monde municipal qui est prêt à se mettre en marche, à y participer, mais pourtant, rien n'est fait. Et c'est là qu'il faut porter notre message, c'est là qu'il faut faire des efforts pour convaincre le gouvernement de laisser ce pouvoir-là aux communautés, le pouvoir de décider ce qui est bon pour eux, ce qui est bon pour la collectivité, ce qui est bon pour un territoire et qui souvent peut être un peu différent d'un autre territoire. Imaginez-vous, nous, dans la région Gaspésie-les-Îles, ça a pris des décennies et des décennies pour faire comprendre au ministère que malgré qu'on se nomme région Gaspésie-les-Îles, les deux territoires sont séparés par l'océan à 225 km de distance. Donc, ce qui se passe en Gaspésie et ce qui se passe aux îles, à la même heure, à la même journée, au même moment, peut être diamétralement opposé pour toutes sortes de raisons. Des raisons populationnelles, des raisons de contexte géographique, de contexte géopolitique, peu importe la raison et le contexte. Aussi, à mon avis, sous mon regard de municipal, donc, et même de préfet au niveau des MRC, et ça, c'est partagé beaucoup par nos collègues d'un peu partout à travers le Québec. Vous savez, ici, à la Fédération québécoise des municipalités, on représente plus de 1000 municipalités à travers le Québec et on représente les 87 MRC de tout le Québec. Donc, c'est 100% des MRC qui sont représentés ici. Et s'il y a un élément qui revient souvent, et qui est un frein réel au développement et je dirais même à l'émancipation de notre service de santé, c'est qu'on a politisé les revendications. On entend aux quatre coins du Québec des maires, des mairesses, des préfets, des préfètes dénoncer des situations, revendiquer des soins, revendiquer des services, revendiquer des changements, et là, au gré des élections, au gré des ministres, au gré des gouvernements qui sont au pouvoir, on peut voir dans certains cas, bon, une MRC ou un territoire, une région faire des gains. Souvent, ça peut se faire au détriment de d'autres. Donc, il faut arrêter de le politiser sur le plan local, mais il faut en faire un enjeu national de décentralisation. Et il faut ramener le vrai pouvoir, le pouvoir décisionnel, pas le pouvoir d'être un porte-parole, mais le pouvoir décisionnel dans ces milieux-là pour que les milieux déterminent effectivement les besoins. Et ça va être bon pour les citoyens et les citoyennes, ça va être bon pour les patients, les usagers de ceux et celles qui ont à fréquenter ou à utiliser les services des CIUS et des CIS, mais également, ça va être bon pour l'occupation du territoire. C'est un autre élément aussi qui est cher au gouvernement du Québec, donc d'assurer une occupation des territoires. Mais pour bien occuper le territoire du Québec, pour bien occuper le territoire des régions, il nous faut des soins de santé qui soient efficaces, efficients, de qualité. Il faut avoir une gouvernance locale, il faut avoir des décideurs sur le plan local, il faut avoir une implication citoyenne sur le plan local. Puis quand je dis local,
entendez la région ou le territoire d'MRC, dépendamment là, des cas, bien entendu. Et il faut impliquer, bien entendu, les forces vives des milieux. Et les forces vives sont les MRC, les municipalités, comme je le disais tout à l'heure, les différentes parties prenantes. Et oui, il y a probablement et même assurément des planifications stratégiques à se faire. On connaît les données de démographiques, les données populationnelles, les données de vieillissement de la population. On peut, à toute fin pratique, prévoir, anticiper les besoins, anticiper les changements d'une communauté. Et ça, ce n'est pas à Québec qu'ils vont faire ça. Ce n'est pas à Québec qu'ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas la connexion réelle ou directe avec les différentes communautés. Ça, c'est nous. Ça, c'est vous. Ça, c'est nous. C'est dans les territoires qu'on peut faire ça. Et à partir du moment que le gouvernement va revenir à son mandat principal, celui d'adopter des politiques, d'affirmer des orientations générales en matière de santé, je pense qu'on va faire un grand pas, un pas en avant vers cette réelle décentralisation-là. Puis je pense que le gouvernement du Québec et même nos concitoyens, les citoyens, ont perdu de vue qu'en quelque part, nous avons pris la décision un jour de collectiviser le service de santé, de se donner ou de se doter d'une assurance collective, donc qui nous appartient par nous et pour nous. Maintenant, je pense qu'il faut revenir à la base de ce choix historique qu'on a fait au Québec. Il faut revenir à la base de ça et l'actualiser en 2022. Non pas pour développer davantage la bureaucratie qui est déjà omniprésente dans le domaine de la santé, mais ailleurs, mais pour revenir à la base, donc, ce sont les communautés, revenir sur le terrain et utiliser ce fameux terrain-là pour améliorer les performances, améliorer les liens, améliorer évidemment la prestation de service. Donc, voilà, là, sous notre lumière à nous, sur notre regard à nous, comment nous, on le voit. Et surtout, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, puis c'est un peu le message que je voulais vous porter, on lève la main pour s'engager avec vous, pour participer à cette démarche de décentralisation-là, qui est très importante pour, évidemment, le bien de nos citoyens, le bien de nos communautés. Puis on a fait cette bataille-là, on a fait ces revendications-là dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines qui touchent les communautés, les municipalités, les MRC, mais on est définitivement prêt à le faire dans le domaine de la santé et plus particulièrement là, pour les services de première ligne. Merci, M. Lapierre. Je pense qu'il y a beaucoup de lumières qui sortent de tout ça, là, de votre exposé et de celui de M. Michel Clerc. Et je pense que nos panélistes, c'est-à-dire nos intervenants, des représentants des organismes partenaires, vont avoir plusieurs questions à vous poser. Donc, je rappelle un peu les règles du jeu. Il y a une première période de questions d'une vingtaine de minutes que nos représentants d'organismes partenaires vont vous poser. Et on va ensuite y aller avec les questions qui sont dans le chat, donc dans le mode discussion, qui sont posées par les personnes qui participent au webinaire. Donc, y aller assez brièvement, mais M. Hamel, et je pense que vous êtes le premier à y aller. Alors, voilà. Donc, à vous, M. Hamel. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire merci à Michel, merci à Jonathan. C'est très rafraîchissant. Et hier, Ruth aussi nous a fait un exposé qui était vraiment au niveau du terrain. Et j'ai trouvé ça très, très rafraîchissant. J'ai mieux dormi cette nuit, je vous avoue. Mais j'ai quand même des petites questions. Peu importe la mission qui est donnée, une décentralisation implique un regard sur la structure, le rôle, les responsabilités des acteurs et les besoins des usagers et des patients. N'est-il pas indissociable de l'imputabilité de chacun et de la reddition de comptes? Et j'aurais une sous-question qui m'intrigue beaucoup aussi, là. Selon vous, est-il réaliste de penser que l'ensemble des acteurs du système vont accepter de collaborer et d'échanger dans un cadre de résolution de problèmes collectifs et non individuels? Je peux y aller. Alors, écoutez, moi si on regarde comment on pourrait procéder, si on voulait procéder dans l'ordre et d'une manière inclusive. Tantôt, Jonathan parlait de la loi sur l'aménagement du territoire, qui est loin d'être parfaite, j'en conviens. Mais
moi, j'étais à l'Assemblée nationale quand le tout début du processus d'aménagement du territoire du Québec a été fait, vers, je ne sais pas, 1980, quelque chose comme ça. La première étape, et ça répond en partie, Pierre, à ce qui est votre préoccupation, la première étape, c'est de planifier. C'est de bien identifier par territoire de CLSC. On pourrait créer des comités consultatifs larges pour dire dans la MRC de Drummond ou de Bellechasse ou de Gaspé Nord, par MRC, de dire voici des questions là, qui sont les mêmes à peu près partout, puis quelle est la réponse locale, quel est le besoin local et quelle devrait être la contribution de chacun, comment chacun voit sa contribution au niveau des professionnels de la santé, au niveau des personnes qui gèrent les CHSLD. Il y a une première étape d'analyse, de réflexion, de planification de ce qu'on veut accomplir. Puis, dans un deuxième temps, moi, je pense que si le plan qui ressort de ça, il répond bien aux besoins de la population, l'adhésion des groupes d'intérêt va être beaucoup plus facile que quand c'est, comment je dirais, déboulé d'en haut vers le bas. Et moi, la façon dont je vois l'amorce du processus de décentralisation, ce serait de mandater les MRC, de créer des groupes, des comités consultatifs en vue d'établir un plan pour la MRC orienté vers la prévention, orienté vers la promotion de la santé, puis orienté vers une organisation efficiente des besoins des services médicaux, des services à domicile, des services sociaux, puis que cette décentralisation-là, elle pourrait se faire de manière progressive. Moi, je pense que si on veut mobiliser les gens, il faut qu'on procède d'une manière concertée, consultative à l'échelle locale. Peut-être en complément, si vous me permettez. Oui, M. Lapierre, allez-y, j'allais vous la poser. En complément, moi, je suis d'accord. En fait, le défi auquel on est confronté collectivement n'est pas de. La question n'est pas à savoir si on possède la recette, comment y arriver. Le problème qu'on a, c'est qu'à la base, dans nos territoires, on a les outils, on a la volonté, on a les gens, on a la vision. On sait comment faire parce qu'on l'a fait dans d'autres secteurs ou avec d'autres partenaires. La problématique qu'on a et le grand défi qu'on a, c'est qu'à Québec, on dirait que personne n'entend cette vision-là et on dirait que personne ne veut faire un effort pour y arriver. Parce que quoi? Parce qu'évidemment, ça signifie perte de pouvoir aussi. La concentration vers Québec a créé des fiefs, a créé des royaumes en quelque sorte. Donc, évidemment, il y a du politique, il y a des fonctionnaires, il y a des sous-ministres, il y a des PDG aussi. Lorsqu'un PDG est nommé, un ou une PDG est nommé directement par le gouvernement du Québec, ça lui confère un certain pouvoir. Alors, évidemment, ça prend une orientation très claire du gouvernement qui doit aller vers les territoires. Et moi, je suis d'accord que les MRC ont la compétence, ont les équipes, ont l'expérience pour concerter les milieux et se doter de plans stratégiques. Et là, on peut mobiliser les partenaires. Vous savez, là, à peu de choses pratiques, on le fait déjà, même s'il n'y a pas un grand principe de décentralisation qui a été déployé. Mais les politiques, MADA, municipalité a mis des années, c'est quelque chose qu'on a piloté, on a formé des comités citoyens, on a consulté les groupes, on a consulté les forces vives du milieu et on s'est doté d'une vision. Les politiques familiales, même chose. Il y a quelques années, les municipalités ne parlaient pas au sens large de la santé ou presque pas. Aujourd'hui, c'est inclus, c'est incrusté dans nos différentes politiques. Les politiques d'accessibilité universelle aussi est un autre exemple. Donc, la recette, comment y arriver, je pense qu'on est tous convaincus. Je pense qu'on a tous une bonne idée de comment le faire. Maintenant, il faut absolument et impérativement pour la génération actuelle et celle qui va suivre, qu'il y ait cette fameuse réforme-là qui s'opérationnalise sur le terrain et qu'on puisse vraiment changer la direction qu'on est en train de prendre actuellement. Parce que sinon, c'est un mur qu'on va frapper à un moment donné. Et je ne saurais trop insister pour dire que Jonathan a raison, que c'est une question de pouvoir.
Hein? Où est-ce qu'est le pouvoir? Est-ce que le pouvoir il est tout en haut de la pyramide? C'est le cas, là, on est rendu dans le modèle ultra centralisé où tout le pouvoir il est en haut de la pyramide. Aussi, on veut que le pouvoir il soit plus en bas de la pyramide. Et ça, là, ça soulève la question de dire qui sont les mieux placés pour juger de la réponse aux besoins, je parle encore une fois surtout des besoins de services sociaux et de santé de première ligne. Est-ce que ce sont des fonctionnaires à Québec, bien intentionnés, bien outillés, bien tout? Mais est-ce que c'est mieux eux ou si c'est mieux des gens de l'environnement plus local, peu importe le moyen d'élection, de sélection? Moi, je pense qu'on devrait aller vers les MRC, pas parce que Jonathan Lapierre est là, mais parce que je pense que ça ferait du sens. En passant, j'ai vu passer une question. Oui, les territoires de CLSC, d'MRC, ils coïncident, si ma mémoire est bonne, Michel, à 99 %. Alors, c'est les mêmes territoires. Mais c'est une question de pouvoir, c'est une question de vision, de dire qui est le mieux placé pour prendre les meilleures décisions une fois que les grandes orientations sont prises. Puis peut-être un petit complément, si vous permettez. J'ai vu une question passer ou une affirmation passer dans le chat. Quelqu'un dit bon, est-ce qu'on a toutes les compétences en région pour y arriver? Évidemment, il ne faut pas attendre qu'on ait une espèce de tableau qui dise toutes les compétences sont couvertes dans toutes les régions du Québec. On n'y arrivera jamais. Ça, moi, j'appelle ça la peur d'avoir peur. À un moment donné, il faut agir. L'univers a horreur du vide. Des compétences, collectivement au Québec, on les possède, ces compétences-là. Maintenant, il y a peut-être aussi un défi de répartition des compétences. Il y a peut-être un défi de décentralisation également de ces compétences. Il y a de la compétence dans le ministère de la Santé. Il y a des compétences dans les CIUS et les CIUS. Mais il faut mettre ces compétences-là, justement, au service des communautés, des collectivités. Et s'il y a une chose que la pandémie nous a donné de positif, c'est qu'on a tous appris maintenant que le télétravail, peu importe on était où, on pouvait contribuer et participer à des exercices. Donc, moi, je pense que la crainte ou la peur qu'il y ait un manque de compétences dans les régions ne devra pas être un enjeu. Merci, M. Lapierre. Je pense que, en tout cas, d'après ce que je vois dans le chat, ça suscite beaucoup de réactions qui semblent assez pas mal, je dirais pas mal positives. Peut-être avant de continuer, j'irais peut-être du côté de M. soit M. Di Giovanni, ou est-ce que vous êtes… Oui, M. Di Giovanni. Question? Oui, OK. Oui. Considérant que lorsqu'on parle de décentralisation au profit d'une gouvernance populationnelle locale, considérant que le pouvoir administratif là, il est extrêmement puissant, l'administration a concentré et centralisé son pouvoir, considérant également que le pouvoir politique est changeant. On change de ministre entre deux élections, via un remaniement ministériel. Suite à une élection, le ministre change. Donc, c'est vraiment un pouvoir politique qui est changeant, qui est instable par rapport au pouvoir administratif, sous-ministre adjoint directeur au niveau de l'administratif. Alors, si on veut vraiment décentraliser, si on veut vraiment avoir un système décentralisé au profit d'une gouvernance populationnelle locale, quels sont les moyens à prendre? Est-ce que si le temps n'est pas venu que la société civile, à travers ses organisations, convoque des États généraux sur la santé pour regarder la gouvernance? N'oublions pas que le système de santé appartient au peuple québécois, c'est notre assurance collective. De parler de droit à la santé et droit au service, d'une santé publique populationnelle. On a vu avec la pandémie que la santé publique, c'est du top-down, c'est des fonctionnaires qui gouvernent ça. Il n'y a aucune approche populationnelle. Est-ce que le temps n'est pas venu que la société civile s'investisse et qui s'approprie à fin de compte du système de santé? Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que le pouvoir administratif, là, il ne délaissera pas ses pouvoirs centralisés aussi facilement que ça. Là. On va laisser, je pense, M. Claire et M. Lapierre y répondre. Ben, je vais me lancer cette fois-ci. Je vais y aller en premier. Moi, je pense que je suis d'accord avec vous qu'on est rendu probablement au point d'une conversation nationale.
une conversation nationale qui doit sortir des murs de l'Assemblée nationale, donc qui va sortir des sentiers battus. Bon, est-ce que c'est des États généraux? Est-ce que c'est une conversation? Bon, le modèle, je pense, peut être à discuter et je pense qu'il y a plusieurs modèles qui existent, mais à tout le moins, il faut se poser la question de façon collective et il faut dépasser les politiciens. Il ne faut pas que ce soit seulement une question qu'on se pose entre parlementaires, par exemple, ou entre élus. Il faut vraiment impliquer l'ensemble de la population et voir jusqu'à quel point on est prêt comme collectivité à changer les choses, à changer un système qui, ma foi, actuellement est extrêmement rigide et extrêmement concentré vers Québec. Et ça, peu importe le ministre, peu importe le gouvernement, peu importe le parti politique, à partir du moment qu'il y a une conversation nationale et qu'il y a un consensus national fort sur une vision, sur une méthodologie à mettre en place pour arriver à un objectif précis, peu importe le ministre qui va être là, dans la vision et dans la façon d'arriver à cet objectif-là, il ne pourra pas les changer indépendamment là, du ministre qui va être là. Le problème qu'on a actuellement, puis vous l'avez dit, le pouvoir est tellement centré qu'on fait d'enjeux électoraux, on fait de la santé des enjeux électoraux d'élection en élection, alors que la santé, c'est tellement une évidence. La santé a tellement d'impact dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan collectif, sur le plan financier, sur le plan communautaire, que ça ne peut pas être un enjeu de campagne électorale et politique, c'est un enjeu de société. Il faut sortir du schéma de pensée habituel, puis il faut ramener ça à la base, la collectivité et nos citoyens. Moi, j'ajouterais, Jérôme, que la bureaucratie, elle est naturellement centralisatrice. Dans tous les pays, a tendance à, comment je dirais, donc, d'abord, elle est pérenne, elle ne change pas tous les 4 ans. Et il n'y a pas de, j'ai jamais rencontré de fonctionnaire dans les années où j'ai été au gouvernement qui dit, moi, là, ma compétence est limitée, puis je devrais envoyer d'autres responsabilités à l'extérieur du ministère. Je n'ai pas vraiment vu ça. Mais c'est un naturel. Mais moi, je trouve que si on regarde la réalité présente aujourd'hui, je crois que les Québécois ont pris conscience à l'occasion de la pandémie, avec plus d'acuité, des limites d'un système centralisé et ont de l'appétit pour de la décentralisation et pour explorer de nouvelles façons de voir l'organisation des services de santé. Le ministre Dubé a mis dans ses 50 mesures, il nous parle de décentralisation sans préciser exactement qu'est-ce qu'il entend. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, c'est-tu de la décentralisation réelle ou si c'est plus de la déconcentration? Maintenant, c'est à nous, la société civile, à la FQM, à l'UMQ, à vos organisations, de, j'allais dire, mettre du vent dans la voile du ministre Dubé, si lui dire c'est quoi qu'on veut dire par décentralisation. Parce que c'est certain qu'on ne peut pas compter, moi, là, c'est mon opinion très personnelle, mais je ne crois pas que le ministère de la Santé lui-même voit, comment je dirais, là, va être un moteur pour pousser dans le dos du ministre de dire ah, décentralise, décentralise. C'est contre nature. Je n'imagine pas ça. Mais si la population, la société civile, que ce soit par comment je dirais, des colloques, des séminaires, des webinaires comme ceux que vous avez organisés, si on met encore une fois, du vent dans la voile de la décentralisation, ben, le bateau il va aller aussi loin qu'on va avoir mis du vent dans la voile, puis qu'on va aussi avoir une vision articulée de comment commencer. Je suis d'accord avec Jonathan, il y a bien des façons de conduire des processus de consultation, mais moi, je me dis, il faudrait que les partis politiques sentent que la société civile se prend en charge. Je dis ça comme ça me vient à l'esprit maintenant, là, je ne veux pas prendre Jonathan par surprise, mais
Si la FQM disait, bon, ben nous, là, monsieur le gouvernement, on a l'intention de s'approprier le concept de santé durable et puis on va entreprendre des consultations pour voir comment nos gens verraient ça, que l'on décentralise vers les MRC, les services de première ligne en services sociaux et de santé. Hey, ça ferait la nouvelle, là, ça. Là. C'est sûr que ça mettrait du vent dans le voile pas mal. Est-ce qu'on saurait vite aussi qui souffre dans le même sens puis qui souffre dans l'autre sens? En fait, je ne suis pas du tout surpris. On appelle ça jeter la mare dans le pavé. Je ne suis pas du tout surpris. En fait, pour vous donner encore un exemple, il y a 2-3 semaines de ça, le conseil d'administration de la FQM s'est réuni. C'est 50 personnes, notre conseil d'administration, des représentants de partout au Québec. Et je vous dirais que, bon, à la fin, on se garde toujours un sujet d'actualité sur lequel les élus veulent discuter. Et cette fois-là, c'est la santé qui a occupé nos discussions, qui a occupé la fin de notre CA. Et on a vu que les gens étaient résolument décidés à se mettre en marche. Et je vous dirais que, sans vous dévoiler trop notre stratégie, on se dirige, comme vous le savez, vers une campagne électorale. Et je peux vous dire que les élus au Québec, je peux vous dire que la FQM va prendre une place importante dans la discussion qui va concerner la santé. Donc ça, c'est certain. Et de plus en plus, on va occuper une grande place dans le débat collectif parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on le partage. On le partage en termes de vision. On le partage aussi en termes d'objectifs à atteindre. Maintenant, je suis d'accord avec Michel, il faut souffler dans le même sens. Il faut souffler dans le même sens de l'ensemble des régions du Québec, l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des forces vives des milieux pour dire au ministère et au ministre, il faut aller vers cette direction-là. Parce qu'il ne faut pas rêver en couleur, il ne faut pas être dans le pays des licornes. Il n'y a personne au ministère de la Santé qui va se réveiller un matin et qui va dire tout à coup, Monsieur le ministre, j'ai une très bonne idée, on devra tout décentraliser la santé en région. Ça n'arrivera jamais. Maintenant, il faut que ça vienne des populations. De là l'importance d'avoir une conversation à l'échelle nationale. Merci. Je pense que nous aurions peut-être une dernière question du côté de Mme Van der Stelt. Et ensuite, on y va avec les questions des participants qui, je vous le rappelle, doivent être posées sur le chat, donc la discussion. Alors, Dr. Van der Stelt, est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, Oui, c'est de la musique à mes oreilles, vos propos, messieurs. Je rêve. Je travaille au CLSC de Crillon, qui est dans le Pontiac. C'est un petit village et je rêve de travailler avec mon village, ma municipalité, ma MRC. Là, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est très démotivés comme professionnels, puis on est de plus en plus désengagés parce qu'on n'a pas de mots à dire. Quand même que tu pourrais changer une ampoule. Ici, la salle de bain, on n'avait pas de lumière pendant 2 semaines, OK? Parce qu'il faut appeler 9 personnes. Fait que, on y allait avec notre cellulaire. Tu sais, c'est pas facile. Fait que c'est désengageant. Tu sais, fait que ce que vous dites, là, moi, comme professionnel de la santé qui travaille là, à tous les jours avec des patients dans un petit village, moi, je suis ravie là, par vos propositions. Je suis sûre que ça fonctionnerait. J'avais un commentaire par rapport au pouvoir puis au concept du pouvoir pour M. Lapierre. Je pense que l'évolution du concept du pouvoir là, s'en va vers la collaboration parce que le vrai pouvoir n'est pas en haut du tas. Là. Puis je pense que les gens commencent à l'évolution de la pensée politique, surtout avec les jeunes générations. C'est tellement rafraîchissant de voir l'évolution de ce concept-là. C'est plus le papa, c'est tout, puis papa va tout dire, puis on évolue. On avait une société extrêmement paternaliste, puis très gérée aussi par l'Église, etc. Puis là, on voit là, toute une évolution où ça s'en va vers la population, vers les patients, puis les gens sont capables, ils ont grandi comme société, sont capables de prendre leurs décisions, sont capables de prendre leurs responsabilités. Puis maintenant, ils disent, hey, attends un petit peu, là, c'est pas papa qui a toujours raison.
D'ailleurs, j'ai peut-être pas un père maintenant, j'ai peut-être 2 mères, j'ai peut-être que ça a vraiment évolué et je pense que c'est très rafraîchissant. Puis ça va nous sortir, les professionnels de la santé, de notre apathie aussi parce que on est très inspiré par notre travail, on aime beaucoup notre travail, mais quand on est poussé un petit peu vers le côté, on n'innove plus, on participe le moins possible, etc. Fait que c'est très rafraîchissant. Et à ce propos, j'avais une question pour vous autres. Quel rôle pensez-vous que le médecin pourrait, ou le RQMDSS pourrait prendre là, dans cette décentralisation-là? Avez-vous des suggestions, des commentaires? Bien, écoutez, moi je veux surtout commenter, Ruth, ce que vous disiez, qui est un élément très important. La société a évolué depuis 2000, quand on a publié notre rapport de la commission. Aujourd'hui, moi, les concepts d'équité, de diversité, d'inclusion, j'y crois profondément. Et la gouvernance doit faciliter l'expression de l'intelligence collective citoyenne par les mécanismes qu'elle déploie. Parce qu'il y a un disconnect entre dire « je crois dans l'intelligence collective, je crois dans l'équité, dans la diversité, dans l'inclusion, mais je veux vivre dans une structure, mais je vais continuer de vivre dans une structure ultra centralisée où il y a juste quelqu'un en haut qui décide. » Ça ne fonctionne pas. Donc, un des enjeux que je reconnais de la décentralisation, ce serait de structurer la gouvernance à l'échelle locale de façon à ce qu'il y ait beaucoup de transparence, selon moi, et que la constitution des conseils d'administration, si on allait vers des conseils qui ne soient pas ceux des MRC, va devoir être représentative puis avoir des mécanismes qui permettent à la population du territoire d'avoir une bonne visibilité, par exemple, du travail médical qui se fait dans les GMF ou autrement. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que, par exemple, je trouve ça souvent injuste qu'on dit, par exemple, que les médecins, ils font rien ou ils font pas assez d'heures, ils voient pas assez de patients. Un des enjeux pour moi, c'est le manque de transparence à cet égard-là de ce qu'on pourrait appeler la production, au défaut d'un autre mot, des GMF. Si on veut si on veut avoir le soutien moral d'une population, il faut qu'on soit transparent dans les résultats, dans notre impact, puis qu'on se rapporte en quelque sorte. Je pense qu'on est dans cette ère-là. Alors que là, présentement, on voit bien le disconnect de plus en plus grand entre une autorité paternaliste en haut puis une société civile en bas qui cherche à avoir plus d'occasions de mettre en valeur l'intelligence collective, la collaboration, la créativité des citoyens, la vie de proximité, l'entraide. Combien de temps ça peut tenir, je ne sais pas, mais il y a un gros disconnect et les médecins font partie de ceux qui en souffrent beaucoup, quant à moi. Monsieur Lapierre, vous voulez rajouter quelque chose? Ah oui, rapidement, juste, moi, je suis d'accord avec Michel là, sur le disconnect qu'il y a. Et évidemment, bon, les notions de pouvoir et tout ça, je pense que la société, elle a évolué, heureusement, elle a évolué. Aujourd'hui, il y a des concepts là, qui sont tout à fait modernes de ce partage de pouvoir-là et de responsabilité et d'imputabilité aussi. Parce que lorsqu'on fait référence à du pouvoir, ce n'est pas juste quand ça va bien, ce n'est pas juste les responsabilités, ce n'est pas juste prendre la photo au moment d'une inauguration. C'est aussi être des leaders et être des leaders solides lorsque ça va mal ou lorsqu'il y a des situations plus difficiles ou plus particulières. Donc, d'être en mesure de prendre la chaleur. Aussi, peut-être pour préciser des propos tout à l'heure, j'ai vu ça passer dans le chat. Moi, je ne dis pas qu'il faut exclure les élus de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas mon propos. Les élus de l'Assemblée nationale ont un rôle à jouer. L'Assemblée nationale, le gouvernement est le législateur, mais il doit revenir à son vrai rôle. Là, on a des gouvernements qui sont des opérateurs, qui, en plus d'être le législateur, en plus de donner certaines orientations, veulent opérer sur le terrain alors qu'ils sont centralisés à Québec. Et ça, c'est un problème. Donc, le gouvernement, la machine gouvernementale
a perdu un peu sa raison d'être à la base. Le ministère de la Santé en soi, à mon avis, est devenu un trop gros monstre sur le plan de la bureaucratie. Alors que ce soit un ministre ou une ministre, que ce soit un ancien du domaine de la santé, que ce soit un gestionnaire d'expérience, pour faire virer, tourner ce bateau-là, alors que tu as une machine de fonctionnaires extrêmement forte, extrêmement puissante, qui sont solidaires les uns avec les autres, bien, ça prend de l'énergie, ça prend du courage, ça prend un mandat clair de gouvernement et de partis politiques, et je dirais encore plus, et c'est là qu'on doit être plus intelligent que la machine elle-même. On doit, nous, de notre côté, de notre lorgnette à nous, mobiliser les troupes sur le terrain, mobiliser les différents partenaires, se concerter entre nous, puis d'imposer un peu l'agenda, d'imposer la direction qu'on doit prendre. Et ça, moi, je suis convaincu que peu importe le gouvernement qui sera là, peu importe le ministre ou la ministre qui sera en place, ils vont suivre cette voie-là, ils vont suivre la modernité ou un nouveau modèle de la modernité, donc un nouveau modèle de gestion décentralisé complètement vers les régions, vers les territoires du système de santé. Puis au final, cette vision-là, puis cette façon de voir le système de santé, puis de l'opérationnaliser, va amener des gains sur tous les aspects, sur tous les volets qui concernent la santé, incluant le volet financier, qui est souvent est un frein au développement ou au sous-développement d'un ministère comme celui de la santé. Merci beaucoup. Écoutez, Michel, j'aurais un commentaire. oui, Jérôme, très court, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont... Non, très court. C'est la nation, lorsqu'on parle que la santé se trouve dans toutes les politiques, la santé se trouve dans tous les secteurs d'activité d'une société. La santé, c'est de nature sociétale. On trouve ce concept-là dans un des documents de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la déclaration d'Adélaïde. On parle de gouvernance partagée, de gouvernance concertée, et la santé se retrouve dans toutes les politiques et secteurs d'activité de la société. Merci, Jérôme. Et donc, écoutez, il y a trois questions qui reviennent beaucoup. Dans les commentaires ou dans les questions, il y en a une, je pense que ça rejoint un peu ce que Jérôme vient de dire, mais je poserai la question... Enfin, je vais vous donner les trois questions qui reviennent, puis après ça, peut-être que tout le monde peut les commenter, mais d'une part, est-ce que le plan de refonte du ministre peut fonctionner sans décentralisation? Ça, c'est la première. La deuxième, qui revient beaucoup, c'est comment on assure la fluidité entre, par exemple, une première ligne décentralisée et la deuxième et troisième ligne, donc des hôpitaux plus spécialisés, et etc. Il y en a une autre aussi, c'est comment on implique les autres intervenants professionnels qui ne sont pas médecins nécessairement, comme les physiothérapeutes, les infirmières, etc. Donc, c'est les trois grands trucs qui reviennent un petit peu partout. Il y a aussi une question sur les compétences au niveau des MRC qui ne sont pas, évidemment, dans le domaine de la santé nécessairement. Donc, ça aussi, ça revient. Est-ce que, par exemple, la décentralisation ferait en sorte de décentraliser aussi l'expertise? Enfin, bref, voilà. C'est des questions qui reviennent. Alors, qui veut commencer au niveau des réponses? Bien, peut-être je vais me lancer. Est-ce que le plan Dubé peut réussir sans une réelle décentralisation? Je pense que le passé est garant de l'avenir. La réponse est non. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une réelle volonté de décentraliser, je pense que c'est un plan qui pourra avoir certains effets positifs, qui pourra amener certains changements, mais je pense que ça va être difficile d'atteindre les objectifs tels qu'on les partage aujourd'hui sur le plan de la décentralisation. Maintenant, est-ce qu'on peut profiter, est-ce qu'on doit profiter de ce plan-là, s'en servir justement pour tenter d'aller plus loin encore? La réponse sera certainement oui. Maintenant, comment on peut arriver? Moi, je pense qu'il faut localement, comment on peut arriver à ce que tous les gens, tous les partenaires impliqués travaillent ensemble? Bien, Michel l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut se doter d'une vision, d'un plan stratégique, d'un plan d'action qui inclut l'ensemble des partenaires. Donc, puis là, on peut travailler par représentativité. Évidemment, il y a le service de première ligne, mais on doit assurer, je suis pleinement d'accord avec ça, un fil conducteur ou un continuum dans la vision entre la première ligne et toutes les autres étapes ou les autres services qui sont offerts dans le domaine de la santé. Et là, ça implique tous les professionnels. Maintenant, est-ce que tout le monde doit être autour de la table? À un moment donné, évidemment,
on devra travailler en groupe et en sous-groupe, évidemment, pour y arriver. Mais si au départ, il y a une vision et des objectifs très clairs et précis et que chaque partie prenante peuvent s'exprimer et apporter de l'eau au moulin, moi, j'ai confiance que nos territoires peuvent y arriver. Maintenant, on dit les MRC n'ont pas la compétence à proprement dit en matière de santé. Oui et non. On l'a un peu à demi-mot, on l'a un peu par la porte d'en arrière parce que de plus en plus, on a des responsabilités qui traditionnellement relevaient de la santé, du domaine de la santé. On peut parler, par exemple, au vieillissement général des populations. On parle de l'importance de garder nos personnes aînées à la maison, dans leur milieu de vie naturel. On parle de la santé mentale, on parle de l'itinérance. Donc, ce sont tous des enjeux de nos sociétés qui ne concernent plus seulement les acteurs de la santé, mais qui concernent l'ensemble des acteurs des milieux. Donc, moi, j'ai totalement et parfaitement confiance qu'on peut y arriver, mais il faut se faire confiance. Et il n'y a personne de mieux connecté, de mieux branché sur un milieu que ceux et celles qui habitent ces milieux-là. Et en plus de ça, bien, il y a une panoplie de bénévoles qui aujourd'hui sont peut-être moins prêts à s'impliquer. Il y avait un intervenant qui soulignait ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que leur implication ne mène à rien ou ne sert à rien. Mais si on est capable de revoir le modèle de gouvernance, d'aller chercher des compétences individuelles pour en faire des compétences collectives, je suis convaincu qu'on aura une tonne de bénévoles qui voudront s'impliquer pour que le système de santé de leur milieu, de leur région, soit à l'image de ce qu'ils sont comme citoyens et comme collectivité. Écoutez, je partage là, les propos de Jonathan. Moi, est-ce que le plan de refonte peut être, de refondation peut être exécuté sans décentralisation? Moi, je pense que la décentralisation, pour tout ce qui concerne la première ligne, est la clé. Autrement dit, si nous voulons déployer une approche populationnelle, territoriale en matière d'organisation des services sociaux et de santé, ça prend une vision locale que j'appelle, ou MRC, là, mais par territoire de CLSC. Aujourd'hui, il n'y a plus de planification sur 5 ou 10 ans de la réponse aux besoins des populations par territoire de MRC. Je suis certain que Jonathan, en matière, dans sa MRC, je suis certain qu'en matière d'entretien du réseau d'aqueduc, en matière d'entretien du réseau des chemins, de l'entretien des parcs municipaux, il y a une vision pour les prochaines années. Il y en a une qui est suivie par la population, qui est suivie par les élus. Est-ce que ici, dans Bellechasse, pour prendre un exemple parce que j'y suis, est-ce qu'on a un plan pour dire notre approche là, pour répondre aux besoins d'une démographie qui est en pleine transformation? On a un plan auquel on peut se référer pour dire c'est ça qu'on veut développer comme services sociaux en priorité ou comme services à domicile ou comme transformation des budgets de longue durée en autre type de budget. Ça n'existe pas là, au niveau. Donc, moi, je pense que la décentralisation, si on veut vraiment faire de la première ligne l'assise du réseau de santé et de services sociaux, ça passe par la décentralisation. Je reconnais qu'il peut y avoir des modalités, on peut discuter. La fluidité entre la première ligne et la deuxième et troisième ligne. Moi, je pense qu'on voit bien avec la centralisation qu'est-ce que ça a donné. Ça a conduit à l'affaiblissement de la première ligne et à l'affaiblissement de tout ce qui n'était pas autour du cœur du médico-hospitalier. Moi, là, j'ai dirigé pendant 7 ans l'Association des centres d'accueil, d'hébergement et de réadaptation il y a longtemps, puis j'ai été pendant 13 ans PDG de Groupe Santé Sedna qui exploitait une quinzaine d'établissements de soins de longue durée et un hôpital de réadaptation, des communautés religieuses, etc. Quand j'ai entendu que le ministère allait délester des patients des hôpitaux pendant la COVID,
des hôpitaux vers les CHSLD, je me cognais à la tête ces murs parce que je me dis, mais voyons donc, ça ne se peut pas. On a affaibli les CHSLD au fil des dernières années. Ils n'ont presque plus d'encadrement, puis on va les surcharger. Ça va être la catastrophe, selon moi. Malheureusement, on connaît l'histoire. Donc, si on veut que la première ligne soit l'assise, à ce moment-là, moi, je me dis, il faut que ça soit décentralisé, puis que la deuxième ligne soit, entre guillemets, au service de la première ligne, puis que la façon dont le ministère fixerait les objectifs pour l'ensemble du réseau vienne traduire cela. Parce que c'est sa responsabilité de donner les grandes orientations. Comment impliquer les autres ordres professionnels? Ben moi, je pense qu'au niveau local, l'interdisciplinarité serait beaucoup plus facile à organiser. Moi, là, je pense qu'aujourd'hui, là, les ordres professionnels, tous les ordres professionnels, le Collège des médecins, l'ordre des infirmiers, infirmières, auxiliaires, physio, ergo, les ordres ont beaucoup évolué, selon moi, vers une acceptation de l'inter et de la multidisciplinarité. Mais les structures, elles, n'ont pas évolué en conséquence. Et je pense qu'à l'échelle locale, ce serait possible d'avoir une plus grande mobilisation à cet effet-là. Quant à savoir si les MRC ont les compétences, moi, j'ai la conviction que pour être un bon ministre de la Santé, ce n'est pas vrai que c'est nécessaire d'être un médecin ou une infirmière. Je pense que c'est un peu pareil pour prendre des décisions dans l'intérêt général une fois que n'importe quel citoyen bien éclairé, surtout quand on a confiance dans l'intelligence collective. Si on est 9, 10, 11, 12, 15 autour de la table à prendre une décision, moi, j'ai plus confiance dans 15 personnes pour prendre une bonne décision qui concerne les gens autour de moi ici qu'à un fonctionnaire à Québec, fût-il un ami ou le plus grand savant, j'ai plus confiance au niveau local. Peut-être une petite question avant de laisser peut-être à nos partenaires aussi. Ça peut-tu fonctionner? Autrement dit, là, ce qu'on dit là, est-ce que ça va rester simplement dans un webinaire enregistré à quelque part ou s'il y a quelqu'un qui va décider de mettre ça en application? Ça passe nécessairement, Michel, par le processus politique, électoral et de ce que veut la population puis comment est-ce qu'elle l'exprime. Merci. Est-ce que nos représentants des organismes partenaires auraient des observations ou d'autres questions à poser? Ou si tout est clair, clair, clair? Oui, je trouve que ça vaut la peine que je lise un commentaire dans le chat. C'est du docteur Hugo Vien, un ancien président de l'Association médicale du Québec, sur la première, le concept. Il dit « Le concept de première versus deuxième ligne est archaïque et un concept qui ne tient pas compte de l'évolution de la médecine et de la prise en charge de la santé d'une population. Une approche populationnelle qui rend imputable la deuxième ligne de supporter et d'intégrer des trajectoires de soins et la clé de soins basés sur la valeur. » Alors, c'est là qu'on s'en va, c'est beaucoup moins vers deuxième, troisième ligne. Alors, c'est un commentaire très pertinent que je voulais partager. Merci. Qui d'autre? J'ai entendu des sons et des bruits. Michel, la réponse à ta question est simple. C'est à nous à prendre l'initiative. Comme dit, c'est à nous, les organisations de la société civile. Puis, il y a une élection qui s'en vient. Là. Le politique, là, son mode de réflexion, c'est d'une élection à l'autre. C'est de se faire élire, point à la ligne, puis il y a une vision de 4 ans, pas plus, pas moins. Puis le pouvoir administratif, bien, il est là, puis il est pérenne, puis il ne bouge pas, il n'y a pas de reddition de compte. Si on veut un changement, c'est la société civile, à travers des webinaires comme ça, de créer une coalition des divers secteurs d'activité de notre société. Puis je reviens à l'OMS. Quand l'OMS dit que la santé, ce n'est pas une affaire du secteur public, c'est une affaire qui se retrouve dans toutes les politiques et toutes les sphères d'activité d'une société.
Donc, c'est vraiment nous autres. Et salut Hugo, ça va bien? Bravo pour ta question. Qui d'autre en observation? Peut-être un petit J'aimerais commentaire peut-être, pour Hugo. Moi, je partage en grande partie sa réflexion là, par rapport à dire c'est des concepts, comment je dirais, qui ont évolué, puis que la trajectoire de soins, puis que peut-être qu'on devrait aller plus loin dans la décentralisation qu'au niveau des services de proximité, à défaut d'appeler ça les services de première ligne. Mais moi, quand j'observe là, dans notre société, aujourd'hui, les problèmes des jeunes en matière de santé mentale, par exemple, puis les problèmes reliés au vieillissement de la population pour des personnes âgées, fragiles, en perte d'autonomie, moi, je me dis, ça, là, c'est des services de proximité. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Écoutez, j'ai quand même été, là, si je fais 7 ans plus 13 ans, 20 ans autour des CHSLD. Y a-t-il de quoi de plus service de proximité que de la prise en charge de personnes âgées en perte d'autonomie? C'est pas vrai que c'est facile de gérer ça centralement et à distance. Ça vit dans un milieu, dans un quartier, et c'est très important. Puis les enfants en difficulté, c'est pareil, là. Pour des services spécialisés ou ultra spécialisés, oui, ça se peut bien que, comment je dirais, que ce soit problématique à un moment donné si j'ai un enfant qui a des besoins de services ultra spécialisés, puis que la connexion entre ce qu'on appelait la première, la deuxième, la troisième ligne est importante. Mais je suis plus préoccupé par la masse des besoins de services de proximité qui sont mal répondus par le système centralisé que par la partie de services spécialisés là, qui peut, on dirait, être plus difficile à coordonner. Michel, si tu me laisses 2 secondes. Avec plaisir. L'exercice du jour et celui d'hier pour nos petites organisations était de vous parler puis de jaser avec justement au-delà de l'Assemblée nationale de qu'est-ce qui fait que c'est un sentiment d'urgence pour nous de revenir à ce plan et, comme disait M. Lapierre, le remettre dans un objectif de discussion, mais pas d'une fin en soi. Et M. Clerc a raison, puis on va vous revoir, tout le monde, tous vous autres, dans quelques mois, j'espère. Mais M. Clerc a raison, le sentiment d'urgence que nous avions pour organiser ça, et encore maintenant, c'est le fait que quand on a vu le plan, puis qu'il n'y avait rien au niveau presque rien au niveau de la santé des services, particulièrement les services sociaux, les clientèles, on les appelle les clientèles vulnérables, mais c'est des personnes handicapées qui ont des déficiences intellectuelles, les familles, les personnes âgées vulnérables qui sont à la maison. Beaucoup ne peuvent plus aller dans les services de CHSLD. Et la réponse du plan ne nous convenait pas beaucoup dans un contexte aussi où il n'y a pas eu tant de consultations que ça auprès des principaux organismes et regroupements qui sont dans la loi supposés jaser avec les instances pour améliorer un plan. Donc, ce qu'on veut faire avec ce qu'on fait là aujourd'hui, on va revenir aussi sur ce que vous nous dites, puis comment nous, dans nos pistes de solutions, on va rejoindre notre monde parce que, effectivement, les usagers, les personnes qui, au quotidien, sont patients, patientes, ne se retrouvent pas nécessairement dans ce plan-là, mais on comprend la volonté gouvernementale d'améliorer le système. Donc, dans ce contexte-là, il faut revenir à la... M. Clerc a déposé en 2000, moi j'étais au cabinet à ce moment-là, c'était l'importance de la première ligne était encore au rendez-vous. Il faut la remettre à l'ordre du jour et revenir à des impératifs de population où on n'est pas nécessairement à l'hôpital tout de suite, là. Il faut quand même quelque chose entre le premier service et quand on arrive à 100 ans, puis que là, on a besoin d'aller quelque part ailleurs.
Alors, je veux vous remercier, puis je n'étais pas supposée d'être là, donc je repars. On parle de l'entrée, du plat principal et du dessert. Donc, c'est les 3 lignes. Non. Alors, Pierre Hamel a une question. Oui, M. Hamel? Ben, ce n'est pas une question, c'est plutôt une observation. On a vécu une pandémie qui nous a amené énormément de questions. Qu'est-ce qui arrive avec nos jeunes au niveau santé mentale? Qu'est-ce qui arrive avec nos personnes âgées? Qu'est-ce qui arrive avec nos personnes qui sont handicapées? On a des gros problèmes de transport au niveau de l'ensemble de la province pour les personnes qui sont plus vulnérables. Et je pense qu'on n'est plus, et moi, c'est une volonté que j'ai, on n'est plus dans un cadre où on est dans des situations de grande réflexion, malgré que c'est nécessaire pour des plans à plus long terme, mais il faut agir. Agir pour nos jeunes, agir pour nos personnes âgées, agir pour nos personnes qui sont malades. Et je pense que ça, on est aujourd'hui, on a des discussions très intéressantes, mais je pense qu'il faut, et c'est mon point de vue, moi, à l'âge que j'ai, je n'ai plus rien à perdre, il faut mettre une pression au niveau du politique pour qu'une fois pour toutes, le cadre dans lequel on veut que la santé ou toute autre problématique qu'on a soit remis au niveau des mains des citoyens. On a présentement beaucoup d'orientations qui sont au niveau opérationnel de la part du gouvernement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dépassé. On était sous la joug de l'Église, puis là, on est rendu sous la joug du gouvernement. Et ça, je pense que ça doit changer parce que, comme le disait M. Clair, comme le disait M. Lapierre, le gouvernement est là pour les grandes orientations, est là pour avoir un dossier d'information, donc d'avoir les données pour être capable de prendre des stratégies et des politiques d'orientation, mais les opérations, qu'on les laisse aux opérateurs. Et ça, je pense que c'est primordial. Je donne souvent dans le même sens. Je donne souvent l'exemple de 2 ministères avec lesquels moi j'ai vécu là, pour différentes raisons. Ministère des Ressources naturelles. Est-ce qu'on imagine qu'est-ce que ce serait si le ministère des Ressources naturelles opérait Hydro-Québec, Gaz métropolitain, les mines du Québec, puis toutes les entreprises de pâte et papier, puis les moulins à scie? J'ai dit, on dirait, mais ils sont fous. Pourquoi ils font ça? Et le ministère, il donne les règles. Agriculture, pêcherie. Jonathan, comment vous verriez ça si c'était le ministère qui opérait la flotte de pêche des îles de Madeleine? Ça serait la catastrophe. Je dis, juste le dire, mais c'est lui qui fait les règles du jeu, puis c'est correct, c'est normal. Alors, vous avez raison, Pierre, de dire à ce moment-là, moi, je pense que la pandémie est venue à quelque chose, on dit parfois quelque chose, malheur est bon. La pandémie est venue créer des conditions où les citoyens voient bien qu'ils ont une auto-prise en charge qui est très importante pour la santé de la population. Faire attention aux voisins, c'est très important, mais qu'aussi à l'échelle locale, là, on pourrait être capable de s'organiser pour régler beaucoup des problèmes qui sont ceux qui confrontent la population. Peut-être juste avant de terminer, parce que le temps est presque terminé, j'ai peut-être une dernière question qui vient du chat. Ce modèle-là, disons la décentralisation au niveau des MRC, par exemple, est-ce que ça ne risque pas de créer genre un modèle ou 2 types de modèles, celui pour les grandes villes, Montréal, Québec, Gatineau et tout ça, et celui des régions? Moi, je dirais que c'est justement dans le piège qu'il ne faut pas tomber. C'était le propos que j'allais dire tout à l'heure. Ce qui nous a empêché historiquement d'avancer au Québec, c'est lorsqu'on a mis les problèmes avant de discuter des solutions possibles. Arrêtons de faire ça. Ça, là, c'est le paradis d'un politicien. Diviser pour mieux régner. Arrêtons d'inventer des problématiques et faisons-nous confiance une fois pour toutes. Et s'il faut développer 3, 4, 5 modèles de décentralisation différents,
J'ai le goût de répondre à ça. Et puis quoi? Ce qui est important, c'est qu'on s'adapte à la réalité d'un milieu. Ça fera juste un petit peu plus d'ouvrage pour ceux qui vont gérer ça. Mais encore là, puis quoi? Faisons-nous confiance. Puis moi, l'autre chose que je veux vous dire, parce que la question que tu as posée tout à l'heure est fondamentale, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite des choses? Est-ce que ce webinaire-là va tomber dans l'oubli? J'espère que non. Mais pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli, il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. Avec la même recette, on obtient les mêmes résultats. Il faut changer cette recette-là, il faut agir différemment. Il faut y aller plus que d'en faire un enjeu électoral. Moi, si je nous écoute et que je suis premier ministre, là, ben, je vous fais un beau discours pour vous promettre qu'on va réinjecter de l'argent dans la santé, qu'on va écouter ce que les gens ont à dire, puis qu'on va adopter un principe de décentralisation. 4 ans plus tard, on va se reparler, puis je vais vous dire que c'est donc bien compliqué, puis malheureusement, malgré tout mon vouloir, je n'ai pas réussi. Le travailler différemment, là, il faut mobiliser les troupes, mobiliser les associations, mobiliser les professionnels. Il faut qu'on parle d'une seule et unique même voix. Si on essaie d'avoir une conversation nationale au Québec et que tout à coup, on a un groupe de professionnels qui disent que ça va être compliqué, que tout à coup, on a les élus locaux qui disent que ça ne leur tente pas de faire ça et que tout à coup, on a un autre intérêt, groupe d'intérêt qui lève la main en disant qu'ils ne sont pas sûrs, on n'y arrivera pas. C'est notre responsabilité à nous, collectivement, ici autour du webinaire et d'autres. C'est notre responsabilité à nous. C'est un devoir et une obligation de mobiliser la base et de partir sur des principes qui font consensus. Par la suite, ben là, il y aura des échanges, il y aura des allers-retours, il y aura des obstinations, il y aura des accords, des désaccords, mais il faut partir de la base. C'est une condition sine qua non. Quelqu'un dit que vous seriez un excellent ministre de la décentralisation. J'ajoute à ce que Jonathan dit, le territoire, c'est le territoire du CLSC. Ça, il y a des territoires de CLSC à Montréal, Québec, comme il y en a partout. Après ça, ne pas tomber dans le piège du modèle unique sur le plan de la gouvernance. La gouvernance peut être structurée de façon différente si on est en région avec des MRC, puis ça pourrait même être optionnel, même pour les MRC, de dire soit que c'est la MRC, soit que c'est un conseil d'administration différent. Il pourrait avoir différents modèles et avec une pointe d'ironie, on pourrait même offrir au territoire de CLSC, aux populations qui le désiraient, de rester sous le joug du ministère de la Santé et des Services sociaux. Juste pour pouvoir mieux faire la comparaison. Que ce soit un des 3-4 choix. Écoutez, il est 1h30, 13h30. Alors, je voudrais remercier très sincèrement M. Michel Clerc et M. Jonathan Lapierre de leur participation à ce webinaire. Je pense que nos organisateurs veulent peut-être dire un dernier petit mot de clôture de 20 secondes chacun. Et M. Di Giovanni, c'est à vous. OK. En tout cas, c'est un remerciement à tous. Je crois que c'était extrêmement enrichissant. Mais il ne faut pas laisser ça au niveau de la discussion. Il est important qu'on crée ce collectif, ce lieu de conversation, de discussion. On a une belle occasion, puis c'est à nous à prendre en charge notre santé, puis la façon qu'on veut gérer cette santé-là. Merci. Merci, Jérôme. M. Hamel? Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais vu les îles de Madeleine aussi proches. Or, c'est pas parce qu'on est à des distances et à des milles qu'on n'a pas des intentions semblables. Et moi, je veux remercier l'ensemble des participants parce qu'on a eu un débat franc, sans entourlupitette, sans dire « Ah, ben on va penser à ça, on va penser... » Non, de façon franche et avec un désir d'agir. Pour moi, c'est l'importance de ces webinaires-là, c'est de mobiliser les gens pour agir. Il faut arrêter de penser, comment je pourrais dire... dans la boîte. Je penserais un peu à Bono, là. Il y a 6 côtés à un dé, puis il y a seulement un côté qui est bon à quelque part, puis qu'on va faire de quoi avec. Puis ceux qui ne sont pas bons, bien, qu'on les mette de côté. Puis, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas une façon d'agir, mais il y a une façon d'agir
dans plusieurs problématiques pour arriver à ce que des solutions soient valables pour tout le monde. Et ça, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a des territoires différents, avec des problématiques différentes, mais avec une volonté commune que l'action devienne positive pour tout le monde. Ce qu'on veut, là, c'est que ça aille bien au Québec, en santé et dans tous les domaines, pour tout le monde. Que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit ceux qui sont en parfaite santé ou ceux qui ont des problématiques. Et ça, pour moi, c'est majeur dans ce qu'on vient de faire aujourd'hui, d'échanger et d'agir. Alors, je vous remercie beaucoup à tout le monde. Merci, M. Hamel. Et peut-être un dernier mot, Dr. Van der Stelt. Oui, n'oublions pas que le vrai leadership, c'est pour le peuple. C'est vraiment pour le peuple qu'on fait ça. Des gens vulnérables, là, je vais pleurer, puis j'ai été très touchée par vos propos et je trouve que les gens les plus vulnérables de la société, ils vont vraiment bénéficier. Fait que je vous remercie, je m'excuse d'être émotionnelle, mais je pense qu'on est vraiment sur une piste de solution et souvenons-nous que le vrai leadership, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse pour nous, pour nos familles, puis pour notre population. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir du leadership. Nous, on est autour d'une table là, ici, une table virtuelle. On est capable. Fait empêchons-nous pas avec, comme M. Lapierre disait, en pensant à toutes sortes de problèmes. On a les solutions, on est capable de les appliquer. Puis quand on est dans le doute, là, souvenons-nous qu'on fait pour les gens. T'sais, on le fait pour notre monde. Puis il faut qu'on soit fiers de notre système de santé. On est capable d'être fiers de notre système de santé, mais on a besoin de mettre notre énergie là-dedans, toujours en pensant aux plus démunis de la société. On le fait pour eux. On ne veut pas les gens dormir dans la rue. On ne veut pas les gens tout croche sur le trottoir. On veut les aider. Ce n'est pas une tour d'ivoire qui peut les aider, c'est le terrain. Alors moi, j'étais très inspirée. Je vous remercie beaucoup puis, de m'écouter. C'est très gentil. Écoutez, merci tout le monde. Merci à nos participants qui ont bien voulu dîner avec nous pendant ce webinaire. Merci infiniment. Alors, j'espère que ça a été inspirant pour vous. Ça l'est été, en tout cas, je pense, pour nous, pour nos panélistes ici. Alors, je vous rappelle simplement que les enregistrements aussi vont être disponibles, des webinaires, parce qu'il y a eu celui d'hier également, donc vont être disponibles dans les sites web, les sites Internet donc, de nos associations partenaires. Donc, l'Alliance des patients pour la santé, le regroupement provincial des comités des usagers et le regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé. Salut tout le monde et une excellente journée. Si vous me permettez, je veux vous remercier à vous tous de vous impliquer dans vos milieux et dans vos associations. C'est important. Ouais. Merci d'être là. Une félicitation à Michel Bissonnette. Bravo, Michel. Ouais, bravo. Comme organisateur. Salut bien. Au revoir.